On comprend d'abord l'importance de la définition, territoire contesté, occupé, libéré, annexé pour les uns. Quels sont les arguments d'abord des uns et des autres et surtout quelle est la réalité aujourd'hui concrètement sur le terrain? Alors il y a une très grande différence entre annexer et exercer la souveraineté. Annexer, on annexe un territoire qui ne nous appartient pas. Par exemple, Israël a effectivement annexé le Golan, parce qu'en termes de frontières internationales, le Golan appartenait depuis les années 20 à la Syrie. Non, alors, ce qui se passe en Judée-Samarie, c'est quelque chose de complètement différent. Certains vont dire il suffit d'appliquer la souveraineté israélienne sur ce territoire-là. Et en fait, d'après la loi, il suffirait qu'il y ait simplement une décision de gouvernement. Il n'y a même pas besoin de passer à la Knesset et nulle part ailleurs. Donc les personnes qui disent qu'Israël va annexer le territoire, soit c'est par ignorance, soit c'est par duplicité. Et donc les gens ne savent pas faire très bien cette différence. Et donc encore une fois, on annexe quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc si jamais le territoire de Judée-Samarie appartient du point de vue légal en termes de droit international à Israël, Israël n'a pas besoin d'annexer. Il a besoin simplement d'exercer sa souveraineté. Maintenant la question c'est pourquoi ne l'a-t-il pas fait jusqu'à présent, n'est-ce pas ? Il avait 53 ans, il avait tout le loisir de le faire, il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu compliqué. Si jamais ce territoire ne comportait aucun habitant, eh bien la solution était très très simple. Toute la question c'est savoir quoi faire d'une population ennemie à qui, bien entendu, les Juifs ne veulent pas donner la nationalité israélienne. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait un déséquilibre démographique. On y est déjà presque avec 15 députés arabes à la Knesset, qui jouent le rôle d'équilibre au niveau du fléau, d'équilibre des forces. Alors imaginez un petit peu si jamais ça se transforme en 30 députés, ça va être vraiment un très grand déséquilibre démographique. Donc le fait qu'il n'y avait pas de souveraineté à proprement parler jusqu'à présent sur ces territoires, comment est-ce qu'on peut expliquer, d'après vous, justement, qu'une grande partie aujourd'hui de la communauté internationale, même de la classe politique en Israël, ait opté au final pour le narratif palestinien, à savoir de définir ces territoires comme occupés? Il faut distinguer l'aspect légal purement et l'aspect politique. Au niveau légal, je peux vous expliquer en deux coups de cuillère à peau pourquoi est-ce qu'il ne s'agit pas d'annexion, mais bien d'un exercice de la souveraineté. Il faut prendre un petit peu l'histoire. L'histoire de ce territoire-là, il commence pas en 1967. Ce n'est pas Israël qui occupe un territoire. On va reprendre en 1922, et plus exactement le 24 juillet 1922, et il y a un vote à la Société des Nations qui accorde le mandat pour la Palestine. Et donc le mandat de la Palestine, il y a un territoire déterminé, qui comprend Jérusalem, Jéricho, Naplouse, Bethléem, Hebron, Tel Aviv, Haïfa, tout, c'est une unité légale. Et tant qu'il n'y aura pas eu un événement légal pour rompre cette unité, eh bien, il ne se passe rien. Par exemple, si jamais vous me volez 100 francs, et vous gardez ces 100 francs pendant 20 ans, est-ce que pour autant ça vous appartient? Non. Pendant 20 ans, vous m'avez volé cette somme-là. Et quand j'aurai la force, eh bien, j'y viendrai le récupérer. Donc on est en 1922, ce territoire appartient à Israël. La Jordanie devient un pays indépendant en 1946, en mars 1946. Quelle est la frontière internationale de la Jordanie? C'est le Jourdain. Et donc ça veut dire que s'il y a des forces jordaniennes qui se trouvent de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire à l'ouest du Jourdain, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une occupation illégale de territoire. Pourquoi? Parce qu'on va appliquer le principe de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force, celle qui est marquée dans la résolution du Conseil de sécurité de 242. Alors, il y en a certains qui choisissent de l'appliquer uniquement à partir de 1967, alors qu'il faudrait l'appliquer uniquement à partir de 1949. Et donc, tant qu'il n'y a pas eu un événement qui s'est passé, un événement légal, je parle d'un événement légal, pour sortir ce territoire de la souveraineté israélienne, eh bien, ça appartient encore à Israël. Alors, le problème, il vient de quoi? C'est que Israël, pour des raisons politiques, s'est conduit comme un état de belligérance, d'occupation belligérante. Et donc ça veut dire qu'on est dans une situation... Alors eux, ils disent c'est uniquement de facto, mais pas de jure. Pourquoi? Parce qu'on retient notre propriété, mais de facto... Donc il faut distinguer entre le territoire et la population. Un petit mot quand même pour finir. On vient de parler du rapport d'Edmond Lévy dans le sujet, qui est assez proche finalement de ce que dit aujourd'hui Benyamin Netanyahou. Justement, il date de 2012. Qu'est-ce qui s'est passé en 8 ans? Pourquoi Benyamin Netanyahou ne s'est pas appuyé plus tôt sur ce rapport? Parce qu'il faut avoir un courage politique. D'accord? En termes de droit, la chose est très claire. Si jamais quelqu'un... On parle... Vous savez, la résolution du Conseil de sécurité, la 2234 du 23 décembre 2016, elle parle des territoires
territoire occupé palestinien depuis 1967. Alors, moi, je voudrais savoir quel est l'événement légal qui a créé, à partir de 1967, l'événement légal qui a créé l'existence d'une entité palestinienne. Ce qui s'est passé, c'est qu'Israël a refoulé les forces jordaniennes qui occupaient de manière illégale ce territoire pendant 19 ans. Alors, pourquoi est-ce que Benjamin Netanyahou n'a pas appliqué le rapport Edmond Lévy? Pour des raisons politiques, parce qu'il n'a pas le courage de le faire et d'affronter la communauté internationale qui, elle, dit non, il y a un problème de territoire, et bien ce qu'on va faire, on va diviser en deux. D'accord? Alors qu'ils ne comprennent absolument pas les enjeux religieux. Pourquoi? Parce que la communauté internationale, qui est complètement athée, ne comprend pas et ne veut pas entendre qu'il y a un problème religieux. La dimension religieuse, c'est ce que vous dites. Merci beaucoup, Shaul Shmoukler, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.